Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire consacré cet après-midi à la VAE. Je devrais être avec nos intervenants et notre co-animateur Jacques Rouzet dans la salle où il se trouve, mais il se trouve que je suis malade, atteint du Covid, enfin bon, depuis hier. Ça va, mais donc je suis à distance. Donc je vais passer la parole à Jacques qui va animer ce webinaire. Il va faire un sondage, donc vous allez pouvoir répondre à 3 sondages au cours de ce webinaire, et puis il va lancer le premier. Donc je te passe la parole, Jacques, et je te laisse conduire ce webinaire. Très bien, merci Michel, et puis on te souhaite un rétablissement rapide surtout. Mais Merci. tu viendras nous rejoindre en fin de webinaire, notamment sur la partie qui relève de Calliope. Voilà. Très bien, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jacques Rouzet, Formaprod, donc je co-anime ce webinaire avec Michel Beaujard de CFS+. Nous, il nous a semblé opportun de mettre en place ce webinaire, de l'animer en regard de l'actualité. On n'a jamais autant parlé de la VAE que depuis la rentrée. Les annonces ont été nombreuses. Il y a même des objectifs qui ont été posés, passer de 30 000 VAE par an à 100 000 VAE à horizon 2027. Il y a même récemment un post qui est passé sur LinkedIn de Carole Grandjean, ministre déléguée de l'enseignement et de la formation professionnelle, qui annonce qu'une loi sera déposée au Parlement avec le ministre du Travail. Donc voilà quoi. Donc manifestement, c'est un sujet. La VAE devient un sujet. C'est la raison pour laquelle on a organisé cette discussion avec le souci d'avoir trois éclairages. À la fois l'éclairage de l'utilisateur en la personne de Philippe Giquel, qui aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Le regard du praticien, celui qui pratique la VAE au quotidien, avec Jacques Alexandre, et bien sûr le regard de l'institution, le point de vue de l'institution, Norbert Jaouen, du ministère. Alors, je vais passer la main tout de suite à nos intervenants. Peut-être Philippe, 2 mots sur votre fonction et sur Maleux. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Giquel, donc je suis DRH de la société Maleux. Donc Maleux, c'est un gros groupe qui travaille pour l'automobile. Et là, j'interviendrai donc en tant qu'utilisateur de la VAE et dans un cadre un peu particulier, puisque du coup, nous, on a mis en place la VAE collective dans le cadre d'un projet de fermeture d'entreprise. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Donc, je suis là en tant que témoin. Très bien. Par ailleurs, Philippe, vous êtes enseignant dans une école supérieure. Et par ailleurs, je suis également enseignant dans l'école supérieure, où je coordonne des formations dans le domaine de la comptabilité notamment. D'accord. Merci Philippe. Jacques-Alexandre, Perspective et Rebond. Jacques-Alexandre Abif, je suis le cofondateur de Perspective et Rebond. Le Perspective et Rebond est un cabinet dont la vocation est purement axée sur l'accompagnement et le choix de la certification à la VAE. Donc, nous accompagnons des dispositifs individuels ou collectifs dans le cadre de VAE. Merci. Jacques-Alexandre, Norbert. D'abord, merci pour cette invitation. Norbert Jaouen, je suis responsable national de la VAE au ministère de l'Éducation nationale. Ça veut dire que je suis chargé avec 30 équipes académiques, les DAVA, d'assurer un développement qualitatif et harmonieux de la VAE sur l'ensemble du territoire. Et par ailleurs, je suis expert VAE auprès d'Expertise France, l'agence du ministère des Affaires étrangères chargée du transfert d'expertise. J'ai eu l'occasion, moi, de faire un transfert d'expertise sur la VAE vers le Sénégal, vers le Brésil en 2012, le Sénégal en 2019, et d'autres projets nous attendent et vont être bientôt mis en œuvre. Très bien, merci Norbert. Écoutez, on va sans plus attendre rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter très rapidement les éléments les thématiques qui seront développées durant ce webinaire. Le chat est ouvert, donc n'hésitez pas non plus à poser vos questions. Donc on ne pourra pas prendre toutes les questions naturellement, mais on prendra les questions qui sont en rapport direct avec la thématique traitée et nous prendrons le temps, bien sûr, d'y répondre. Alors, concernant les points que nous allons aborder durant cette discussion, élément de contexte, ça me paraît important qu'on remette en contexte la VAE. Donc, on fera tout à l'heure un bref rappel historique, mais regarder dans le rétroviseur, ce n'est pas non plus anodin, parce que ça nous permet aussi de nous projeter d'une certaine façon et de voir où on va. Élément de contexte aussi en regard du déroulé du parcours VAE.
ce qui nous permettra par ailleurs d'identifier aussi là où il y a des difficultés supposées ou réelles rencontrées par les candidats qui sont facteurs d'abandon. Donc, c'est aussi intéressant qu'on en discute. On ne pourra pas faire l'économie de ne pas parler de REVA. On va bien sûr parler de REVA, qui va transformer d'une certaine façon le déroulement de la VAE, mais là, je laisserai la parole à nos experts. Éléments de contexte, bien sûr la VAE au service de l'employabilité, de la gestion des compétences. Comment rendre la VAE, comment faire un outil ordinaire de la GEP, gestion des emplois et des parcours professionnels. La VAE peut-elle devenir un outil ordinaire? Oui. En tous les cas, c'est le point de vue que l'on défend. On aura l'occasion tout à l'heure d'en discuter. Mais c'est aussi quel avantage pour le salarié ou le demandeur d'emploi? Les avantages, ils sont réels aussi. Réassurance, motivation, remotivation, capacité aussi à retrouver de la confiance en soi, de la dignité aussi dans le métier, dès lors qu'on rend visible les compétences. Donc ça, ces aspects-là seront abordés dans le deuxième point. La VAE de demain, on n'y échappe pas non plus. C'est quoi les projections, les évolutions, les innovations possibles pour rendre le parcours beaucoup plus fluide, et puis surtout rendre la VAE attractive, parce que là, je crois que là, il y a un point vraiment important. Comment on peut rendre la VAE attractive? Ces aspects-là seront aussi développés. Dernière partie, Michel s'en chargera. Avec la voix que tu auras, Michel, notamment Calliope dans tout ça. Qu'est-ce que nous dit Calliope? Ah oui, on ne peut pas faire ça effectivement sans un périmètre de qualité. Et Michel reviendra sur les critères spécifiques, pour le coup, les critères spécifiques qui renvoient à la VAE. Alors, éléments de contexte, on va tout de suite démarrer. Je vais donner la parole à Norbert. Et Norbert, on est sur l'historique, sans remonter au temps préhistorique, mais on peut effectivement comme ça. Peut-être avant, tu peux donner le résultat du premier sondage, avant de démarrer avec… Alors, oui, merci pour la réponse au sondage. On a, pardonnez-moi, oui, je n'ai pas regardé les résultats. Alors, 43% de nos participants qui sont plus de 200, on a 43% prestataires de formation, 27% prestataires de VAE, 5% entreprises, 0 financeurs, 8% partenaires de l'emploi, 8% individuels salariés et 8% demandeurs d'emploi et aucun vote blanc. OK. Ça va? Très bien. Merci. Michel, Norbert. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de vous montrer très rapidement, c'est là d'où nous venons et vers quoi nous allons. On trouve les premières traces de VAE en 1934, puisqu'à l'époque, l'État délivre le diplôme d'ingénieur d'État à des techniciens qui n'avaient jamais suivi cette formation, mais qui avaient apporté la preuve qu'ils en avaient les compétences. C'est la première étape de traces de VAE. Ensuite, on arrivera en 1985. On parle de validation des acquis personnels et professionnels. En fait, il n'y a pas véritablement de validation. C'est plutôt une valorisation de ces expériences et une prise en compte de ces expériences pour intégrer un cycle d'enseignement supérieur sans détenir le diplôme normalement requis. Nous arrivons à 92, où là, effectivement, la validation des acquis professionnels, on va lancer la lignée vers laquelle nous allons arriver une dizaine d'années plus tard. C'est qu'effectivement, on valide seulement les acquis professionnels à certaines conditions. Il faut 5 ans d'expérience et uniquement les expériences professionnelles. Et ce qui est à noter, c'est qu'effectivement, tout le diplôme ne pourra pas être obtenu en 92 par la voie de la VAE. Il y a au minimum une unité qui ne pourra être obtenue que par la voie de la formation et de l'examen. Donc on voit qu'effectivement, et c'est le sens de l'histoire, il y a un moment, il y a des échanges, et on cherche à un moment des compromis pour en sortir quelque chose. C'est en cela qu'effectivement, la loi de 2002 va être fondamentale et une véritable rupture par rapport au passé, parce qu'effectivement, la loi de 2022 fait de la VAE une voie à part entière d'accès au diplôme et plus largement à la certification professionnelle. Cela signifie que la voie de la formation n'est plus la seule voie pour obtenir un diplôme, ce qui est un paradigme important dans les sociétés occidentales, notamment en France, où on considère que la formation est d'abord, voire exclusivement, le résultat d'apprentissage formel, c'est-à-dire la formation. Désormais, on affirme par la loi de 2002
qu'effectivement, la voie de la formation est une voie d'accès à la certification professionnelle. Il y en a une autre, et ça veut dire la VAE, et ça veut dire aussi que à partir de 2022, on peut obtenir un diplôme sans passer par la voie de la VAE. C'est la première rupture. Deuxième rupture, c'est que la loi de 2002 va percuter le système d'évaluation des compétences en France en dissociant le processus d'apprentissage du processus d'évaluation, en ne faisant pas du premier un préalable au second. Ce qui veut dire que dans un dispositif d'évaluation, de validation des acquis de formation, le candidat est soumis à des épreuves d'examen organisées par le certificateur, au travers desquelles il doit apporter la preuve que le processus d'apprentissage lui a permis d'acquérir les compétences nécessaires à la délivrance du diplôme. En revanche, en VAE, le support d'évaluation est élaboré par le candidat lui-même et sera le dossier de validation dans lequel il va décrire ses activités et donc les compétences mobilisées. Et c'est le candidat qui soumet au jury ce support d'évaluation élaboré par lui, et il appartiendra au jury de détecter dans ce dossier de validation les compétences qu'il y décèle et de voir si elles correspondent effectivement aux compétences attendues. On voit donc qu'il y a un peu, en quelque sorte, un renversement de la charge de la preuve. Et j'ajouterais enfin, pour marquer en quoi le paysage, la VAE s'inscrit dans le paysage d'une façon irréversible, on voit qu'effectivement, il y a deux situations différentes. Je parlais de présomption de compétences. Dans le premier cas, en cas de validation des acquis de formation, il est légitime de penser que le candidat, que le processus d'apprentissage qui lui a été proposé a permis de développer un certain nombre de compétences. En revanche, donc la présomption de compétences existe. En revanche, elle est beaucoup plus prégnante comme pour un candidat à la VAE qui valorise 5, 10, 15 ans d'expérience, donc d'activité au titre desquelles il est rémunéré. C'est ça qui change le paradigme. Alors depuis 2002, il y a eu des évolutions à la marge, mais on voit que la VAE est inscrite de façon irréversible dans le paysage de la formation professionnelle et il nous faut maintenant aller vers des modifications, des transformations législatives le cas échéant pour démocratiser la VAE, en faire un outil ordinaire du quotidien pour les entreprises et c'est ce quoi nous allons nous atteler, mais on va en reparler, notamment dans l'expérimentation REVA. Voilà, merci. Une précision, Norbert, concernant les dernières annonces, on peut retirer quelque chose de majeur Alors, un projet de loi qui sera soumis au Parlement et des amendements qui seront proposés par le parlementaire sur la base de l'expérimentation REVA 2 qui est lancée, auquel l'Éducation nationale et d'autres certificateurs et d'autres accompagnateurs participeront. Et c'est sur la base, on va donc en fait avancer en marchant et voir quelles sont les dispositions innovantes que nous pouvons mettre en place et qui feront, si nécessaire, l'objet d'avancées législatives. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que la promotion de RESA et de la VAE d'une certaine façon participe de l'idée qu'il y a des secteurs dans lesquels il y a des postes à pourvoir, il y a des secteurs qui sont en grande difficulté de recrutement, et qu'effectivement, booster la VAE pourrait permettre d'aller pourvoir ces emplois. On le voit bien dans le sanitaire et social, le grand âge. Notamment, je crois que l'expérimentation REVA a porté d'abord sur le grand âge. Donc, on voit bien que ça devient un levier à la fois de mobilisation des entreprises, mais aussi un levier de reconversion, voire de mobilité. Mais ça, on pourra l'évoquer tout à l'heure. Alors, juste en complément de ce que disait Norbert sur cette crise historique, puisque on a la chance d'avoir un système qui vit dans le temps, puisque, comme vous disiez, 34, ça commence à faire quelques années. Le point important, c'est que depuis 2016, depuis 2018, principalement avec la loi travail, on a une évolution de la VAE qui accélère, puisque le Covid a pas mal aussi aidé la VAE, puisque c'est devenu un moyen qui a permis aux salariés qui étaient souvent en APLD de pouvoir s'activer et activer leurs compétences au travers de la VAE. Donc, on a vraiment des évolutions qui sont constantes même avant l'arrivée de REVA. Oui.
Alors, pour finir sur ce point, il faut bien aussi remettre ça dans un contexte, hein, et tout est en tout d'une certaine façon, mais vous le savez peut-être, la Caisse des dépôts travaille sur la création, mais ils doivent le présenter l'année prochaine, du passeport de compétences qui sera associé au CPF et naturellement à la main de chaque usager, passeport de compétences qui fera apparaître l'expertise et les compétences d'un salarié. Donc on voit bien que rendre visible la compétence va devenir une nécessité d'une certaine façon. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus, mettre en perspective ce dernier point. Alors ensuite, ça c'est sur l'historique. Maintenant sur le parcours aujourd'hui, Jacques-Alexandre, le déroulement d'un parcours. Parce que là, je pense que pour beaucoup, c'est encore un peu... C'est un peu tout et confus. Exactement. L'écosystème, on a parfois du mal à identifier les partenaires. Donc, je crois que ce sera utile aussi, dans ce contexte, de clarifier cette partie-là. Alors, malheureusement, il y a une notion qui est souvent commune, et Norbert l'a souvent entendu aussi, c'est quand on demande aux gens de nous parler de VAE, les gens nous disent toujours oh, « c'est long et compliqué ». C'est le premier constat que les gens font quand on parle de VAE. Une VAE, c'est pas long et compliqué. Une VAE, ça peut être simple, ça demande du travail. Quand c'est accompagné et que les choses sont posées, que les jalons sont posés, la VAE est accessible à toute personne ayant des compétences. Sans compétences, il n'y a pas de VAE. Les compétences sont là, donc les gens peuvent travailler sur leurs compétences. Avant de venir sur le déroulé de la VAE, il y a un point important. La première question à se poser pour une VAE, c'est à quoi elle sert. Une VAE, ce n'est pas une simple médaille posée sur le poitrail pour dire voilà, j'ai mon diplôme. C'est avant tout une nécessité. Qu'est-ce qui va motiver le candidat à s'inscrire dans un dispositif VAE? Parce que, je vous le disais, c'est beaucoup de travail de faire une VAE. Ça ne se fait pas en quelques heures. Donc, le premier point, c'est à quoi elle va servir et ce qu'elle va apporter au candidat VAE. Deuxième point, c'est le comment. Comment est-ce qu'il va pouvoir faire sa VAE et comment est-ce qu'il va pouvoir s'engager dans le dispositif. Mais ça on va l'évoquer ensemble. Le pourquoi. À quoi sert une VAE? La VAE, c'est avant tout un dispositif qui amène à une reconnaissance. La VAE vient répondre au départ à un premier besoin qui a été de répondre aux autodidactes qui avaient été formés par la pratique professionnelle et qui n'avaient pas de diplôme. Norbert le disait, dans notre culture, le diplôme reste important, le parchemin est important, ça fait partie de l'historique de chacun. Donc la VAE vient répondre à ce manque, que la personne n'ait pas eu le temps, n'ait pas eu les moyens de faire des études au moment où l'âge le permettait, ça peut arriver, et la VAE vient répondre à ce manque. Par l'expérience de chacun, la VAE vient répondre à ce manque et permet d'avoir un diplôme. Donc c'est le premier point qui est important, parce qu'on va retrouver une confiance en soi en faisant une VAE, et souvent, Jacques, tu le disais, c'est un moment qui permet d'apporter aussi un moment de travail sur sa propre employabilité. On connaît ses propres compétences et on peut en parler. Ça, c'est un point important sur pourquoi une VAE, à quoi elle sert. Après, la VAE va venir répondre à des besoins de l'entreprise et répondre à des besoins, et Philippe peut en témoigner. Il y a deux cadres importants aujourd'hui. Le premier cadre, c'est dans le cadre d'une GEPP. Comment est-ce que dans le parcours des salariés, on va pouvoir répondre aux besoins de compétences des salariés? Et le deuxième point, c'est dans le cadre de mesures de transformation de l'entreprise. Comment est-ce qu'on va réamener à l'emploi le salarié qui perd son emploi? Et la VAE est un outil qui permet de le faire. Alors précisément, Philippe, dans quel contexte vous avez engagé ce travail auprès de vos salariés? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un PSE, j'imagine, c'est ça? C'est ça, c'est un PSE. Du coup, donc, il y avait un projet de fermeture de notre site, donc du site de Chavanneau. Et du coup, concrètement, il y a eu un besoin important de renforcer l'employabilité de nos salariés, puisque la plupart de nos salariés, on a très peu de turnover dans notre entreprise. Et du coup, beaucoup de nos salariés ont acquis leurs compétences sur nos moyens spécifiques et sur nos façons de travailler spécifiques. Et du coup, on a voulu transformer ces compétences spécifiques à notre entreprise à des compétences qui puissent être transposables dans d'autres structures, et notamment sur le bassin d'Annecy, où, alors, Jacques-Alexandre disait que c'était peut-être un peu partout, mais je sais que sur le bassin d'Annecy, les RH sont très demandeurs de diplômes et de niveaux officiels. Et nous, beaucoup de nos salariés n'avaient pas ce niveau-là. Donc, on a vu la nécessité d'aller concrétiser justement ces compétences-là au travers de la VAE pour valider justement ces diplômes, pour que nos salariés puissent se reclasser plus facilement
dans le milieu du travail et forcé aujourd'hui de constater que ça a été une bonne chose, on en reparler, mais puisqu'aujourd'hui, on a un taux de reclassement important, alors que c'est depuis le mois de mai seulement que les salariés sont sur le marché. Donc voilà, notre besoin était vraiment là sur le déploiement de l'employabilité de nos salariés. Alors, comment a été accueillie la démarche à l'interne, Philippe? Alors, très bien, puisque alors, il y a eu de la perte en ligne, bien sûr, hein, sur les gens qui, au départ, étaient intéressés, finalement, sur les gens qui, effectivement, ont validé un diplôme. Mais enfin, au début, on a eu 90% des salariés qui sont venus participer ou qui ont assisté au premier entretien. Donc, Jacques Hélasson en parlera certainement tout à l'heure, mais il y a un parcours où il y a un moment, donc on valide l'entrée dans la démarche. Là, il y a eu plus de 90% des gens qui ont été intéressés. Et ensuite, donc à peu près 60-70% des gens qui ont engagé la démarche. Et au final, à peu près 30-40% de gens qui ont validé leurs compétences. Donc, c'est quand même énorme. Enfin, honnêtement, moi, quand je me suis inscrit dans cette démarche-là, je ne m'attendais pas à un succès aussi fort. Oui, avec un management, j'imagine, impliqué dans le projet. Alors, bien sûr, compte tenu du contexte particulier, encore une fois, d'un contexte de fermeture, mais évidemment, le management impliqué, des moyens mis à disposition, du temps laissé aux salariés. On a travaillé en collaboration donc avec l'équipe de Jacques Alexandre pour coacher certaines fois les personnes, pour leur remettre un peu le pied à l'étrier. Enfin voilà, ça a été un moment important en collaboration avec toutes les équipes, les partenaires sociaux, l'équipe de Jacques Alexandre, etc. Donc oui, grosse implication de tout le monde. Très bien, avec un résultat exceptionnel au final. Hein. Avec un résultat exceptionnel, encore une fois, si je me repose au moment où on a commencé à parler de ça, cette VAE collective, et aujourd'hui, c'est au moins, c'est bien mieux que ce qu'on avait prévu au départ. D'accord. Alors, sur le parcours, Jacques-Alexandre, est-ce qu'on peut revenir sur les différentes étapes Pour la première, dont parlait Philippe à l'instant, donc la première est qui a été mise en place par notre structure, mais qui est aussi mise en place par certains certificateurs. On commence par informer les salariés. Donc là, on parle de VAE collective. On est sur une population choisie pour une VAE. Donc, on les informe sur la démarche VAE, ce qu'elle va leur apporter et comment est-ce qu'on va travailler avec eux au fil du temps. L'idée étant de ne rien leur cacher, de leur montrer le travail qui est à faire et de leur apporter surtout la concrétisation. Qu'est-ce qu'il va y avoir avec cette VAE? Philippe parlait de succès tout à l'heure. Il y a aussi eu un point important, c'est qu'on a démarré la démarche au mois de décembre et qu'on a fini au mois d'avril. Donc, ça a été aussi dans un court laps de temps. C'est aussi un des atouts de la VAE par rapport à la formation qui va être assez longue. La VAE validant des acquis, donc on est sur une démarche plus courte de témoignage. Une fois que la formation est faite, dans notre démarche, on reçoit en individuel les salariés souhaitant s'engager pour dresser avec eux ce qu'on appelle, nous, un entretien de primo-orientation. On va définir avec eux leur parcours professionnel, extra-professionnel, puisque les démarches bénévoles ou autres peuvent aussi rentrer dans l'apport de preuve du candidat. Donc, on va faire ce bilan avec eux et dresser avec eux ce qu'on appelle, nous, un passeport d'avenir, dans lequel on va dresser tous les points et tous les détails de l'accompagnement et du besoin du salarié. Et on va pouvoir faire, à partir de là, une proposition aux salariés de certification en adéquation avec leur parcours. Une fois qu'on a fait ce passage-là, on fait intervenir avec nous le certificateur, puisque nous ne sommes pas certificateurs, nous n'avons pas la mission de remplacer le certificateur, mais de travailler main dans la main avec le certificateur pour dresser avec lui le parcours du salarié. Donc, c'est le certificateur qui va, en l'état actuel des choses, délivrer la recevabilité administrative ou le livret A en fonction des certificateurs pour permettre d'avancer plus loin dans la VL. Une fois que cette recevabilité est obtenue, le délai d'obtention de la recevabilité de quelques jours à 2 mois maximum. Ça va dépendre des cas et je pense qu'il y a eu un vrai progrès qui a été fait ces derniers temps sur la rapidité d'obtention de la recevabilité, ce qui permet aux salariés de passer en phase d'après. Donc, c'est la mise en valeur de ses compétences, c'est la rédaction des livrets 2, des dossiers professionnels en fonction des certificateurs, et le témoignage de leur travail. Donc, on a gagné un peu de temps à ce moment-là et on peut avancer plus vite. Et ensuite de ça, nous préparons le candidat à passer son oral de certification, qui lui aussi varie en fonction du certificateur et des attentes des référentiels d'évaluation. Donc voilà, une fois qu'on a fait tout ça, le travail est fini de l'accompagnement et
le candidat est remis entre les mains du jury qui va pouvoir, en tant qu'expert, expertiser les connaissances et les compétences du candidat à la VAE. Alors, sur quelle séquence il faut être particulièrement attentif, parce que j'imagine que dans un parcours déjà toutes. D'accord, mais encore, Alexandre, il y a des moments où il faut, parce que je pense que Norbert, le dispositif RSA, on voit bien qu'il y a des aspects du parcours qui sont pris en charge différemment et qui visent à fluidifier peut-être le parcours. Oui. Alors, pour revenir sur ce que dit Jacques Alexandre, quand on dit informer, c'est bien communiquer sur ce qu'est la VAE et son intérêt pour balayer un peu tous les mauvais messages du parcours du combattant qu'on entend. Quand vous dites aux gens qu'effectivement, ils ont des compétences et qu'ils n'ont pas passé par la voie de la formation et que c'est le certificateur qui va les reconnaître et que pour faire ce dossier, ils vont être accompagnés, ça ne soulève aucune anxiété. Et effectivement, il y a des parcours, on a pu faire des parcours sur un mois. C'est-à-dire constituer le dossier de validation grâce à des accompagnateurs avertis qui font en sorte d'être désirés par le candidat. Le candidat a besoin d'avoir envie de voir son accompagnateur parce qu'il sent que l'accompagnement est une clé de réussite de la VAE. Donc, il faut bien dire ce que c'est, ce que ça n'est pas, et les étapes, et aussi en demandant le strict nécessaire pour démarrer la démarche. Ça va être l'objet de l'expérimentation, simplifier absolument la procédure pour qu'elle ne soit pas du tout anxiogène et qu'elle ne commence pas par un acte administratif qui décourage les vocations. Je peux vous interrompre 30 secondes, c'est juste parce qu'on a une question dans le chat et que je vais vous poser, c'est comment avez-vous intégré la dimension individuelle dans la VAE collective? C'est un point important, c'est qu'il y a deux notions, et je vais jouer un peu sur les mots et j'en suis désolé. Il y a la VAE collective et il y a les dispositifs collectifs de VAE, deux choses différentes. La VAE collective, c'est amener une cohorte de candidats vers une seule certification. Le dispositif collectif de VAE, c'est prendre en compte tous les parcours différents et amener les candidats sur le diplôme qui est le plus adapté à son parcours. Donc, chaque VAE est une VAE individuelle. Même traitée de façon collective, on n'aura pas un seul rapport de compétences, on aura un rapport par personne. Donc, on est vraiment sur un travail individuel dans le cadre d'un accompagnement collectif. Merci. Je vous pose encore une question pour Norbert. Où en est la généralisation de la démarche RAE vers VAE? La première expérimentation bretonne fut un succès. Comment poursuit-on? Alors effectivement, nous avons un accord cadre avec l'association Différents et Compétents et qui accompagne en RAE et en VAE dans les ESAT. Et nous avons justement, dans les assouplissements que nous avons apportés à la VAE, la capacité d'accéder au diplôme par bloc de compétences, la validité définitive des blocs obtenus, contrairement à la validité de 5 ans, permet à ces publics, par exemple, qui ont fait une première démarche de RAE, d'avoir là un vivier qu'on peut amener en toute confiance vers la VAE. RAE? Pardon? Que veut dire RAE pour les gens? Reconnaissance des acquis de l'expérience. Voilà, merci. Initié par différents compétents. Voilà, pensaient a priori qu'effectivement, leur public ne pouvait pas aller vers la VAE d'une façon immédiate, qu'il fallait une étape intermédiaire. Ce qui était sûrement vrai quand effectivement les unités acquises avaient une durée de validité de 5 ans. Maintenant, on peut les accompagner de façon progressive à l'accès au diplôme ou à la certification générale par bloc de compétences, ce qui leur donne véritablement, les fait rentrer dans le droit commun, que comme les autres, qu'ils ont des activités, qu'ils développent donc des compétences, nous avons l'ambition de les conduire vers la certification professionnelle. J'ai un plan de développement de la VAE avec différentes compétences sur le plan national. Ça existe un peu partout, mais nous voulons la booster. Et j'ai un rendez-vous la semaine prochaine pour mettre en place cette politique nationale. Merci. Dernière question, je vous relaisse la parole après, c'est quel volume horaire, répartition temps individuel, temps collectif, quel rôle a joué le certificateur dans l'accompagnement VAE? Et puis après, je vous laisse continuer.
Alors, le certificateur, c'est à l'éducation nationale, peut être aussi accompagnateur. Et les modalités, on le développera plus tard, de l'accompagnement va dépendre des besoins du candidat, en tenant compte de ses contraintes, de son parcours, de son urgence, son évolution professionnelle. Il s'agira de définir avec lui un parcours sur mesure qui soit un parcours de réussite. Le rôle du certificateur est fondamental aux deux étapes du parcours. Pour le ciblage du diplôme, les travaux préparatoires de ciblage du diplôme ou de la certification peuvent être faits par les accompagnateurs publics et privés qui connaissent bien les certifications professionnelles, mais la décision de validation du ciblage doit revenir exclusivement au certificateur. Pourquoi? Parce que c'est à lui que revient la responsabilité du jury. Et il faut qu'au début de la chaîne, le certificateur soit responsable du ciblage et du résultat du jury. Absolument. Je vous laisse continuer. Nous avons atteint la demi-heure. D'accord. Je reprends une question aussi qui a été posée par Didier. Didier H. se reconnaîtra. Merci de la poser, la question, Didier. Elle est importante. Attention de ne pas présenter la VAE que par rapport à des environnements défensifs, PSE, etc. Relancer la VAE, c'est aussi mettre ce dispositif en perspective de développement de carrière, de promotion salariale, etc. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est le deuxième cas que j'évoquais tout à l'heure. C'est la VAE comme étant la valorisation d'un parcours et permettant soit de renouer avec un parcours de formation, puisque à partir du moment où une VAE est atteinte, ça peut être le premier prérequis pour aller plus loin dans la formation. C'est aussi un moyen de valoriser le parcours d'un salarié, le remercier pour le travail qu'il a fait. Ça peut être aussi un moyen de fidéliser le salarié. On utilise la VAE comme une fidélisation. On offre au salarié la possibilité de faire une VAE pour lui montrer que ce qu'il a appris, il sait le faire. Et donc, on concrétise son parcours par une VAE. Donc, il y a plein aujourd'hui de points, et je suis d'accord avec Didier, il y a plein de points positifs aujourd'hui qui font que la VAE n'est pas défensive, mais elle est plutôt dans le fait d'avancer et de valoriser les gens. Le V de VAE pour être aussi bien valorisation que validation. Oui. D'ailleurs, il y a pas mal d'idées reçues on a encore des idées reçues sur la VAE. Il y a un micro-trottoir qui a été réalisé par le DAVA de Lille, me semble-t-il, qui fait état de ces idées reçues. Il y en a quand même quelques-unes. Hein. C'est long, c'est compliqué, c'est fastidieux. Norbert en a parlé tout à l'heure. Ça reste un projet personnel, donc naturellement, ça nécessite un minimum d'investissement, mais l'accompagnement est là pour aider. Hein, et je pense que je vais me faire un brin provocateur, mais est-ce que l'innovation, c'est pas l'accompagnement très précisément? Donc il faut y réfléchir, quoi. Je pense que lorsqu'on est sur ce type de problématique, il faut vraiment être vigilant. Norbert, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais réagir à ce qu'écrit Didier, c'est qu'effectivement, au lancement de la VAE, les publics privilégiés par l'institution étaient les publics qui n'avaient aucun diplôme et a fortiori ceux qui étaient en fragilité par rapport à l'emploi. On voit, comme j'ai dit, que la VAE est ancrée dans le paysage et concerne d'autres publics désormais. Nous avons des candidats qui ont obtenu 1, 2, 3 diplômes par la VAE et des doctorats aussi. Donc on voit effectivement qu'aujourd'hui, pas à pas, nous passons d'une logique de formation tout au long de la vie vers une logique de certification tout au long de la vie. Alors, je pense que Philippe peut en témoigner. Sur les VAE qu'on a accompagnés chez Maleux, on a eu une grosse partie de certification de niveau 4 et 5, donc niveau bac et bac plus 2. Et on a quand même eu un certain nombre de cas d'entreprises qui ont validé des niveaux 7, des Master 2. Oui, tout à fait, oui. Et nous, on a eu tous les niveaux, effectivement, chez nous. Alors, pour rebondir, oui, sur l'aspect défensif ou pas défensif, c'est vrai que nous, c'était un contexte particulier où forcément, c'était défensif. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Ça sert aussi pour asseoir des développements de carrière. Alors, ça reste quand même un outil fantastique pour le reclassement à l'externe. Alors, tout dépend des politiques RH des entreprises. Si vous avez des politiques RH où vous devez valider des choses avec des diplômes, mais la plupart des entreprises, et c'était le cas de la mienne, on avait des validations de diplômes en interne. Donc, on avait nos propres validations de nous. Dans ce cas-là, en interne, il n'y avait pas forcément nécessité de faire des VAE. Par contre, dès qu'on repart sur l'externe, là, définitivement, ça reste l'outil à utiliser. Très bien. Précisément, c'est cette idée de ticket gagnant-gagnant hein, que vous évoquez d'une certaine façon, Philippe.
VAE au service de la gestion des compétences. Hein, vous avez parlé de la gestion des emplois, enfin la GEP, l'employabilité, l'émancipation sociale. Norbert pourra en parler, mais également Jacques-Alexandre. Alors, ticket gagnant, justement, en quoi est-ce un ticket gagnant? Ça a été évoqué à l'instant, mais Norbert, Jacques-Alexandre, si vous avez des commentaires à faire sur cette diapo. L'entreprise est responsable de la maintenance et du développement des compétences et on voit qu'effectivement, ça doit être un ticket gagnant puisque la VE doit être un outil de la gestion des compétences au quotidien. Et nous observons quand nous travaillons avec les RH, s'ils disposent beaucoup d'informations sur leurs salariés, ils disposent rarement, voire jamais, d'une cartographie collective des compétences de l'entreprise. La VE est au service de cette ambition, offrir aux entreprises, plus largement aux organisations, une cartographie des compétences collectives de l'entreprise qui est nécessaire pour donner sens à un plan de développement de l'entreprise, qu'il s'agisse de recrutement ou de formation. Et c'est en ça qu'effectivement, l'AVE aussi est un outil de dialogue social qui permet de concilier, voire de réconcilier dans certaines difficultés, contextes difficiles, les intérêts particuliers des salariés et les intérêts collectifs de l'entreprise. J'ajoute ces derniers points sur le slide. Les entreprises ont l'obligation de parler de VAE dans les entretiens professionnels. Il nous appartient à tous, et j'engage les DAVA là-dessus, à accompagner les entreprises pour faire de cette obligation légale une véritable opportunité de mettre en place des projets d'entreprise en VAE. Il s'agit aussi pour nous tous, et nous y travaillons, de pas mettre en place des actions de formation pour le responsable de formation ou RH, mais des capsules vidéo pour dire l'essentiel et pour banaliser la VAE comme un outil au quotidien au service des salariés, des indépendants, des demandeurs d'emploi et des entreprises. Un petit point, je voudrais rajouter un petit point. La VAE c'est pas la panacée, ça sert pas à tout. Hein. Il faut aussi être raison gardée. Le fait d'aider les gens à savoir quel diplôme correspond à leur parcours et quelle certification va être adaptée à eux permet aussi de dire à certains, voilà, vous êtes au niveau, on peut pas aller plus loin avec vous. C'est aujourd'hui, la seule façon pour vous de progresser, c'est de passer par la formation et pas par la VAE. C'est un point qui est un peu à noter. L'autre point, dans le cadre de l'usage de la VAE, aujourd'hui, on a plein d'options possibles avec la VAE. Elle sert aussi au transfert de compétences. On s'est rendu compte en entreprise que si on prenait 2 personnes, l'une partant à la retraite et une étant en poste, de ne pas perdre de connaissances de l'entreprise, puisqu'on permet, en amenant les 2 à faire la VAE en même temps, à transférer les compétences de l'un vers l'autre. Donc, on a aussi, je vais faire un anglicisme, j'aime pas ça, mais je vais quand même le faire. On a aussi une politique de knowledge management entre les salariés. Donc, il y a un outil qui va venir en complément réel de la vie d'entreprise et de la mémoire de l'entreprise. C'est un point important. Et pour répondre à ce que dit Norbert, oui, la VAE est un gage de paix sociale au sein de l'entreprise, puisqu'elle va être le moment où sur les partenaires sociaux ou la direction vont être en accord sur un dispositif qui est pour le bien de tous, de l'entreprise, des salariés et de l'avancée des choses. Alors, une question pour vous, Philippe. Est-ce que, avant l'arrivée de Jacques-Alexandre de Perspective et Rebond, bien sûr, est-ce que vous étiez informé sur ce dispositif ou pas? C'était quoi le niveau d'information que vous aviez? Alors, sur la VAE en tant que telle, oui, informé, puisqu'on avait déjà de mémoire 5 salariés déjà qui avaient validé des diplômes au travers de la VAE, mais c'était des parcours complètement individuels. Oui. Ce qui a été nouveau avec Jacques-Alexandre, c'est le fait qu'on a découvert la VAE collective. Oui. Et les vertus de la VAE collective. Et j'en profite pour insister, oui, sur l'aspect social aussi. C'est que dans la préparation de la VAE, même si les salariés ne préparent pas tous le même diplôme, bien sûr, il y a un échange entre les gens, entre les services, entre les niveaux de l'entreprise, justement pour aller formaliser tous les attendus de la VAE. Et du coup, ça crée des flux de communication au sein de l'entreprise qui sont, à mon avis, très vertueux. Du coup, ça renforce vraiment aussi du lien par rapport à ça. D'accord. Autre question, Philippe. Est-ce que des DRH vous envoyez, j'imagine, hein, vous ne travaillez pas isolément dans votre coin. Et est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les entreprises sont suffisamment informées sur ce dispositif ou pas, de manière globale? C'est quoi votre perception? Non. Alors, encore une fois, sur cet aspect VAE collective, non, parce que je pense qu'il y a peu de DRH qui sont informés sur le fait qu'on puisse faire des choses de cette manière-là. Voilà. Et après, oui, mal informés, je pense, comme
ce qui est reflété par le micro-trottoir que vous évoquiez, là, sur le côté fastidieux, compliqué. Et je pense qu'il y a une image qui est déformée encore de la VAE, parmi mes collègues RH aussi. Oui, c'est ce que disait à l'instant, évoqué aussi Norbert. Donc, on voit bien que là, il y a un travail de communication, oui, il y a un travail de promotion à faire, auprès des entreprises qui ne s'emparent pas du dispositif, parce qu'il est sans doute complexe et ne le maîtrisent pas. Et plus c'est compliqué, moins naturellement on a envie de le faire, ça c'est clair. Mais là, il y a probablement un travail à faire. Alors, je voudrais en profiter pour reprendre une question, mais la question n'est pas posée sous la forme d'une question, mais d'une affirmation, donc je vais la poser sous la forme d'une question. Je vous lis le propos. Le fait de viser un diplôme que le postulant est sûr d'atteindre, donc une démarche qui nivelle par le bas les ambitions du salarié. Est-ce que ça veut dire que la VAE, c'est un diplôme au rabais? Je sais pas, j'entends comme ça, mais… Non, pas du tout, mais là, je comprends ce que veut dire quelquefois, effectivement, la tentation pour éviter de mettre le candidat en situation d'échec, qui serait de ce fait le plus mauvais ambassadeur pour parler de la VAE. Il y a la volonté, effectivement, de viser un diplôme que le candidat est à peu près sûr d'obtenir d'emblée. Quelquefois, c'est effectivement rassurant dans une situation où il est fragilisé, où il va devoir changer d'emploi. Le fait de valider totalement un diplôme, c'est-à-dire de faire une photographie de ses compétences acquises, est très rassurant et mobilisateur. Mais on peut avoir une autre voie. Comme vous le savez, nous pouvons viser jusqu'à 3 diplômes différents, 3 certifications par contre différentes en même temps. Il appartient effectivement à l'accompagnateur, qu'il soit public ou privé, ou au certificateur, de conseiller le candidat sur la meilleure stratégie d'accès à la certification. Et un candidat peut par exemple viser un bac pro dans tel domaine d'activité d'emblée dans son intégralité et viser 2 unités du BTS dans la même spécialité. Je reprendrai la question dans plus haut. Oui. La VAE n'aboutit pas toujours à l'obtention d'un diplôme dans sa totalité. Non, effectivement, la validation partielle est une validation, c'est un véritable succès, et ça peut résulter d'un choix d'accéder progressivement à un diplôme par bloc de compétences. Et par ailleurs, d'autres candidats peuvent faire le choix de ne viser que des blocs de compétences. Je voudrais juste rajouter une chose. Dans le cadre du moment du choix de la certification avec le candidat, la personne qui va l'aider et qui va l'accompagner à ce choix fait une photo des besoins du candidat. Pourquoi est-ce qu'il fait un VAE et quelles sont ses compétences. Mais la photo est un petit peu, elle n'est pas prise droite, la photo elle est prise avec un petit angle qui permet de définir ce à quoi elle va servir dans le temps. Si la VAE est prise, si on fait la VAE uniquement sur l'instant présent, l'apport que va donner, la certification qui va être reçue, n'est pas forcément suffisant dans le parcours du candidat. Le fait de chercher plus loin ce à quoi elle va servir permet d'aller au-delà des compétences du salarié. Donc oui, dans ce cas-là, on peut avoir une VAE dite partielle avec 1 ou 2 blocs de compétences qui vont être validés, mais on peut aussi avoir des VAE qui seront complètement réalisés, complètement obtenus dans leur intégralité. Donc, c'est vraiment le besoin du candidat qui va définir si oui ou non on va chercher plus loin que ses compétences ou si on reste dans ses compétences acquises. Alors, ticket gagnant, salarié entreprise, on vient de l'évoquer, contribue au renforcement de la RSE, je qualifie naturellement, enfin, de fait. Ah oui, aujourd'hui, le fait de travailler sur cette VAE en entreprise, on va établir un parcours complet des compétences du salarié et surtout de l'entreprise, puisqu'on va retrouver dans chacun des cas le parcours général de l'entreprise et des compétences de l'entreprise. On aura une vraie cartographie des compétences. Tout à fait. Alors, on reprend peut-être quelques questions du chat avant de passer à la slide suivante. On parle de la FEST. Si tu vois la question, c'est la première question. Oui, je la vois. Dans mon organisme de formation, nous avons un projet qui allie RAE, FEST et VAE dans les métiers de la blanchisserie. Oui. Effectivement, c'est un secteur dans lequel nous intervenons également au VAE, dont les ESAT travaillent beaucoup sur les métiers de la propreté et donc de la blanchisserie. Et on voit, j'assisterai, on a vu le passage
de la RAE à la VAE, et quelquefois il est nécessaire d'avoir un complément de formation parce qu'il y a un bloc de compétences qui a priori ne pourrait pas être acquis par la voie de la VAE parce que le salarié n'a pas développé, n'a pas eu l'occasion de développer les activités qui permettraient de développer ces compétences-là. Et c'est en cela que l'AFEST, l'action de formation en situation de travail, est une bonne alternative à la formation dite académique. Pourquoi? Parce qu'en AFEST, le candidat va réaliser le geste professionnel, il va le recommencer, il va analyser son résultat professionnel avec ce moniteur AFEST et il va progresser. Mais en tout cas, il réalise lui-même l'activité qu'il sera donc en mesure d'écrire dans son dossier de validation et de ce fait, c'est le jury de VAE qui est compétent. Pour les formations dites académiques, ordinaires, dirais-je, dans le paysage, les acquis de formation ne peuvent être validés que par un jury d'examen. Ce qui alourdit la procédure, même si dans le cadre de REVA, et j'y reviendrai, c'est un sujet, effectivement, un vrai sujet sur lequel nous allons nous pencher. Alors, dernière question que je prends dans le chat avant de lancer le deuxième sondage. Ça participe des idées reçues peut-être, hein, mais là, messieurs, je vous laisse l'évoquer. Je suis conseillère dans un centre de conseil et je constate que dans la majorité des cas, les personnes qui nous sollicitent n'en parlent pas à leur employeur car ils ont peur de créer de la méfiance vis-à-vis du salarié. C'est bien dommage. Ouais. Mais c'est une réalité ou pas? C'est une réalité, on le voit. Et alors que pour un employeur d'avoir un salarié qui se lance dans une VAE, c'est un plus. Parce qu'il va mettre en avant ses compétences, il va être en mesure de se connaître lui-même et de pouvoir avancer. Ça, c'est le premier point. Il y a une vraie reconnaissance. Encore une fois, on a une reconnaissance des diplômes en France. Donc, montrer qu'on est prêt à se remettre en question et à valider ses compétences, ça ne peut être qu'un plus pour l'entreprise. Autre point important, et c'est dommage pour le candidat qui n'en parle pas sur l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même accès à des financements d'entreprise pour la VAE qui sont importantes, ne serait-ce que si on prend le plan de formation d'entreprise dans lequel la VAE peut rentrer, ou d'autres modes de financement plus ou moins simples à activer qui vont permettre d'avoir une prise en charge de la VAE. Donc, c'est dommage que le candidat n'en parle pas à son employeur. Oui, mais est-ce que les entreprises, quand je veux faire une VAE, l'entreprise a plutôt tendance à garder ou à laisser partir, ou c'est quoi? Est-ce que c'est une réalité? C'est la question que je pose. Parce qu'il y a des exemples qui disent qu'au contraire, ça renforce. La VAE renforce je crois que le positionnement du salarié dans l'entreprise. Un employeur n'a aucune envie de voir partir un bon élément. Oui, ça je pense aussi. Oui. Voir partir un mauvais, il n'y a aucun souci. Hein. Ouais. Il l'aide et il est heureux de le voir partir. Mais un bon élément, non, on le garde, on le bichonne, on fait en sorte qu'il soit mis en avant. Donc c'est au contraire un acte de fidélisation de l'entreprise. Exactement. Mais encore faut-il, si on ne peut pas en parler, parce que c'est une réalité, si on fait le choix de ne pas en parler, c'est parce qu'il y a des craintes qu'il faut abolir, parce que et c'est notre travail de vulgariser l'information sur la VAE, notamment en entreprise, pour que personne n'ait peur d'en parler, parce que pas pour cause de sanctions ou autre, non. C'est un ticket gagnant-gagnant. Mais on a du travail à faire là-dessus, c'est notre responsabilité aussi. Hein. Mais Philippe en parlait tout à l'heure avec les entretiens professionnels. La VAE, depuis la loi El Khomri, fait partie intégrante des entretiens professionnels. Donc aujourd'hui, l'employeur doit aviser son corps social de la possibilité de faire une VAE dans le cadre d'entretien professionnel. C'est un point important. À la condition qu'il sache quoi dire et quoi raconter. C'est à nous les armées. Et ça, c'est de notre responsabilité. C'est à nous les armées, effectivement. On est d'accord. Et avec l'équipe de Lille, nous avons déjà commencé à faire des capsules vidéo très courtes qui disent l'essentiel sur la VAE, vraiment le basique, ce qu'il faut savoir, ou bien qu'on peut montrer aux candidats pour parler de VAE, parce qu'on peut en parler très simplement, les communicants savent faire ça. D'accord. Alors, je vais ouvrir le deuxième vote. Hein. Donc, la question qui est posée, c'est avez-vous déjà mis en place des démarches VAE dans votre entreprise? Donc là, je m'adresse aux entreprises, mais celles qui sont présentes, merci de répondre. Mais voilà, donc ça c'est le deuxième sondage et j'en profite pour lancer le slide suivant parce que l'heure tourne. Donc, un outil au service un ticket gagnant-gagnant entreprise salarié, mais aussi un formidable levier
de développement, d'émancipation sociale, de reconnaissance sociale et professionnelle du salarié. Absolument. Ça, c'est vraiment, on fait de la VAE en direction de Pôle emploi, et nous avons, la direction de Pôle emploi a fait un sondage, on a pu mesurer les résultats. Sans aucune ambiguïté, les demandeurs d'emploi qui font une VAE entrent plus rapidement et plus durablement dans l'emploi. Pourquoi? Tout simplement, la VAE permet une prise de conscience de ses compétences, et en soi, c'est un acte de réassurance où les demandeurs d'emploi sont plus à l'aise dans un entretien de recrutement, et permettent aussi à d'autres salariés de s'engager dans une évolution professionnelle. Et le troisième point sur le slide, ça c'est notre mission de service public à l'éducation nationale. Nous devons effectivement, c'est notre mission et mon plan de développement national sur 2022-2025, c'est nous adresser à des gens qui ne sont pas tout à fait invisibles, mais qui spontanément ne viendraient pas vers nous par une VAE. C'est donc à nous, ces publics ont en commun de développer des activités et donc développer des compétences. Il nous appartient, en service public de l'éducation nationale, d'aller vers eux, de leur dire qu'ils sont compétents et qu'il nous appartient de reconnaître ces compétences afin qu'ils obtiennent un diplôme à la hauteur de leurs compétences et, ce faisant, qu'ils puissent accéder à des emplois à la hauteur de leurs compétences attestés par le diplôme obtenu. Et l'échapper au déclassement professionnel, les publics cibles que nous visons là, dont je parle, ce sont les détenus en milieu pénitentiaire, les salariés en situation de handicap en ESAT ou pas en ESAT, et puis enfin les migrants qui systématiquement, vous l'imaginez bien, subissent le déclassement professionnel, et ceci quel que soit le diplôme qu'ils détiennent dans leur pays ou quel que soit l'emploi qu'ils ont exercé. Donc c'est vraiment là un projet, et on voit effectivement comment la prise de conscience de ses compétences et par là même une meilleure connaissance de soi est vraiment un facteur d'émancipation qui permet de s'affranchir de sa condition sociale et professionnelle. Oui, l'idée de rendre visibles les compétences, ça paraît être un aspect très, très important, parce que c'est combien de salariés souffrent aujourd'hui du fait à l'interne, du fait qu'on ne reconnaisse pas leurs compétences. Et d'ailleurs, on entend souvent en formation, je ne vois pas pourquoi on m'envoie en formation, ça je sais le faire. Donc, oui. Je vais rajouter là-dessus, c'est qu'effectivement, on le voit avec les RH, et les plans de formation qui sont mis en place, comme pour les demandeurs d'emploi d'ailleurs, sont boudés par ceux dont ils sont au bénéfice, parce que souvent pas partagés ou vécus même comme un déni de compétences. La VAE change le paradigme, on commence par valider les compétences, et ensuite, et seulement ensuite, on voit s'il est nécessaire d'avoir une action de formation pour s'adapter à un poste, pour développer des compétences en vue d'une mobilité professionnelle. Donc, on change de paradigme. Oui, d'ailleurs, c'est l'esprit du passeport de compétences qui a été développé par la Caisse des dépôts. Pour aller un peu plus loin, j'ai la forte conviction que la VAE est un parcours à l'emploi. Ça va paraître surprenant parce qu'on sort un peu du diplôme, mais le candidat à la VAE va suivre un parcours assez cadré. Le premier cadre va être de définir ses compétences. Donc, il va prendre conscience de ses compétences. Deuxième cadre, ça va être dans le cadre de la rédaction de son livret 2 ou de son bilan, de son dossier professionnel, de mettre en avant ses compétences et de les argumenter avec des faits réalisés. Troisième point, ça va être de préparer son entretien de jury. Donc, il va préparer le jury et va être en mesure d'exposer devant des personnes son parcours. Donc, point important, si on regarde un peu qu'on fait une allégorie entre l'emploi et le diplôme, on a sorti des compétences, elles sont mises en avant, on a préparé ces compétences avec des exemples de réalisation et on sait en parler face à un jury. On retrouve la même chose avec un CV, une lettre de motivation et un entretien d'embauche. Donc, finalement, le salarié ou le candidat qui a fait cette démarche de VAE a affiné ses compétences, a affiné sa connaissance de lui-même pour pouvoir aller vers l'emploi. Donc, on a une vraie allégorie entre la VAE et le retour à l'emploi. Alors, avant qu'on passe à la slide suivante, Philippe, c'est bien ce que vous avez constaté dans votre entreprise. Complètement. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin que ça, Jacques-Alexandre a raison, tout ce qui a été déroulé au niveau de l'inventaire des compétences de chacun des salariés qui a été utile donc pour préparer la VAE, est utilisé maintenant largement pour préparer les entretiens par la cellule de reclassement pour reclasser les salariés. Et ce serait la même chose s'il y avait à un moment un positionnement sur un poste en interne. Donc, c'est le moyen de faire l'inventaire et de classer, de mettre les choses
clairement dans la tête des salariés pour qu'en plus, ils puissent bien exposer à un futur employeur ou un chef de service vers qui ils vont postuler voilà, pour avoir les arguments pour faire ça. Donc, oui, c'est complètement ça. Et puis, je veux rajouter alors quelque chose qui est peut-être anecdotique et un peu… c'est aussi une valorisation personnelle du salarié d'avoir un diplôme. Parce que pour des salariés qui n'ont pas eu vraiment de diplôme, il y en a même qui n'ont pas eu du tout de diplôme. Enfin, j'ai une anecdote en tête, et Jacques-Alexandre doit bien voir de qui je parle, mais d'un salarié qui a passé son diplôme en même temps que son fils, parce qu'il se trouvait que quand ils ont valorisé leur VAE, ça a été en même temps que la période du bac, et on a un salarié qui a passé son bac en même temps que son fils. Et pour lui, c'était fantastique de fêter son diplôme en même temps que son fils et d'avoir le même niveau que son fils. Il y a aussi cet aspect-là qui peut aussi être valorisant pour les salariés qui n'ont jamais eu de diplôme. Oui, j'imagine, ça devait être la fête à la maison pour le coup. Oui, complètement. Je vais revenir à ce que disait Jacques-Alexandre. Par la composition même des jurys, donne pour l'information composée des représentants du certificateur, donc des enseignants ou inspecteurs pour l'éducation nationale, mais à parité avec des représentants du monde socio-professionnel concernés par le diplôme, à parité salariés et employeurs. Et on voit dans les entretiens VAE qu'effectivement cet entretien s'apparente beaucoup plus à un entretien d'embauche qu'à un oral d'examen. C'est très clair. Alors, résultat des votes, en allant ces 2 sondages, avez-vous déjà mis en place des démarches VAE dans votre entreprise? Ben là, c'est pratiquement 50-50, 50-50, bravo. Hein. On a du travail. Donc, voilà, il y a un peu de travail encore. Mais, bravo pour les 50 qui ont déjà engagé ces démarches. Envisagez-vous de suivre une VAE à titre individuel? Là, il y a en gros 20% qui l'envisagent. Donc, j'espère que vous trouverez aujourd'hui des éléments de motivation pour le faire. En tous les cas, des réponses aux questions. La motivation est probablement déjà là. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc, conditions de réussite, mais ça a été évoqué en partie. Hein, je passe vite, hein, si vous me le permettez, parce que le temps tourne. Partager les constats, identifier avec l'entreprise des publics cibles. C'est important quand même, co-construire la démarche avec le management, former le management. On voit qu'il y a des conditions de réussite. Et peut-être que là aussi, Philippe pourra donner son point de vue. Mais Norbert, tu voulais… L'intérêt d'une VAE en entreprise, c'est effectivement qu'il faut que ce soit co-construit entre l'entreprise, l'accompagnateur et le certificateur. Et si on veut mettre en place des parcours de réussite, il faut placer le salarié vraiment entre 2 rails. L'un qui est l'accompagnateur, qui va apporter son aide méthodologique au salarié pour construire son dossier de validation, qui va aider le salarié à parler de ses activités, à les décrire et à les écrire. Et de l'autre côté, et c'est le côté entreprise, c'est le management de proximité qui doit être en appui tout au long de ce parcours des salariés engagés en VAE. Ainsi, quand le salarié est entre ces 2 rails, on garantit la réussite du parcours de VAE. Ça, c'est très important. Ce n'est pas seulement l'affaire du salarié, ce n'est pas seulement l'affaire du certificateur ni de l'accompagnateur. Il faut que l'entreprise soit engagée. Donc, ça se co-construit. Norbert, on l'a vu chez Maleux avec Philippe. Déjà, il y a eu un engagement d'entreprise qui a été sans faille. Philippe et l'équipe de management de Maleux ont été dans les rails tout au long de l'accompagnement pour permettre aux salariés de pouvoir réaliser leur VAE dans des conditions optimum. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a eu dans le cadre de Maleux, on a eu des VAE qui ont été faites à tous les niveaux. Et donc, les cadres encadrants faisaient aussi leur VAE. Donc, ils vivaient la même chose que les personnes qu'on accompagnait. Donc, il y avait un double effet. Ça, hein. Et je pense c'est pour ça que ça a été une telle réussite aussi, parce que tout le monde était actif dans la VAE. Philippe, je ne sais pas si vous êtes dans le même constat. Si, tout à fait. Alors, nous, encore une fois, contexte particulier, donc forcément, on était tous actifs, mais c'est important tout le temps. Et plus largement, je dirais même que le management de proximité, que tout le monde soit impliqué, parce qu'encore une fois, le salarié, à des moments, aura besoin de faire appel à des compétences particulières qui sont peut-être un petit peu en dehors de son périmètre habituel. Typiquement, il y a certaines validations qui se font, où il y a des aspects qualité, où il y a des aspects financiers qui doivent être abordés. Et du coup, ce sera aussi l'occasion pour le salarié qui prépare sa VAE d'aller se rapprocher des services dont il n'a pas forcément l'habitude de se rapprocher d'habitude. Donc, c'est bien qu'un petit peu tout le monde soit impliqué. Et puis, il y a un autre service qui est clé quand même dans la conduite de la VAE, c'est le service RH, puisqu'il y a quand même des aspects logistiques, des aspects administratifs assez importants quand même à organiser. Et il faut que les RH soient bien connectés aussi avec l'entreprise qui est chargée d'accompagner les salariés. Donc oui,
en fait, tout le monde est dans le bateau pour accompagner le salarié et c'est dans ces conditions-là que ça se passera bien. Absolument. Je suis d'accord avec ça. Ce qu'on a mis en place avec Philippe, c'est qu'on a mis en place un accompagnement collectif de la VAE. Donc, on travaillait par groupe de travail. Et les RH ont eu un travail très compliqué de pouvoir regrouper les salariés par niveau de certification, par pool de certification, dans les heures de travail qui étaient réparties sur la journée entière et la nuit. Oui. Donc, ça a été un vrai travail d'orfèvre de calculer au quart de jour la possibilité d'avoir les groupes montés. Les quelques heures où les gens travaillaient en commun, oui, tout à fait. Oui, oui. Et ce qui est important dans les VAE collectives, c'est effectivement de valoriser ce système de promotion, en fait, où les candidats avancent en même temps, selon un même calendrier, et ça génère vraiment une dynamique, à tel point que nous faisons des VAE collectives avec Pôle emploi. Outre le fait que ça sort les demandeurs d'emploi de leur isolement, ils viennent pour chez nous se faire accompagner au DAVA à temps complet, où effectivement ils peuvent travailler seuls, travailler ensemble, les accompagnateurs sont présents à des moments identifiés, et on voit qu'effectivement cette dynamique collective est très intéressante et porteuse de résultats. Alors, je prends quelques questions du chat. Une question technique. Y a-t-il une étape intermédiaire avec la certification CLEA pour les salariés sans qualification avant d'entamer une VAE? C'est pas obligatoire. Si besoin. S'il y a besoin. Mais c'est pas une obligation. Non, parce que ça fait allusion effectivement à la difficulté de l'écrit et de la compréhension. Ce qui est demandé, on ne demande pas le même niveau d'exigence d'un master pour un CAP. Il s'agit effectivement dans l'écrit, aussi imparfait soit-il, que le candidat puisse se faire comprendre. Alors, bonjour, l'accompagnement VAE est financé par la CPF. Toutes ces étapes sont-elles financées? Oui. La question là est, comment dire, est oui. Avec un iota, et je m'adresse aux certificateurs, c'est qu'aujourd'hui, le CPF ne prend pas en compte l'inscription seule au passage devant le jury. Donc, il y a l'obligation d'avoir au moins 5 heures d'accompagnement liées au jury. Alors, question des doctorats obtenus par la VAE, oui, il y a des doctorats qui sont obtenus par la voie de la VAE. On a quelques exemples et des témoignages de personnes qui ont préparé, qui ont obtenu leur doctorat par la voie de la VAE. Donc, on voit très bien que c'est pour tous les diplômes. Juste une chose sur le doctorat, c'est assez passionnant de passer un doctorat par la VAE. Le travail de doctorat en VAE est à peu près le même que le travail d'un doctorat fait par la formation. La seule différence énorme qu'il y a, c'est que par la VAE, on peut faire un doctorat sans avoir passé le reste des diplômes. Puisqu'on va être sur les acquis de l'expérience et pas sur un parcours universitaire. Norbert, je ne sais pas si… Tout à fait. Je voyais la question. Oui, Norbert. On y a déjà répondu. Effectivement, alors je parle pour l'éducation nationale, parce que nous avons pris des décrets en 2016 pour permettre un accès progressif au diplôme par bloc de compétences. Ceci vaut par la voie de la formation et vaut bien entendu par la voie de la VAE. Donc on peut faire le choix de viser 2 blocs cette année, 2 l'année prochaine, 1 l'année suivante. On peut faire le choix de viser un diplôme dans son intégralité et puis à côté 2 blocs de compétences d'une autre certification. Alors j'ai vu pour les CCP, je ne sais pas si le ministère de l'Emploi a pris des décrets dans ce sens, je ne sais pas si on peut viser un seul CCP, on peut viser le titre pro dans son intégralité et n'obtenir qu'un. Oui, on peut aussi viser qu'un seul CCP, maintenant c'est autorisé. D'accord. Alors, très bien, pardonnez-moi, je prendrai les questions au fur et à mesure après, parce que l'heure tourne. Alors VAE demain, VAE, quel VAE demain? On parle beaucoup de REVA. Je l'évoquais tout à l'heure en introduction de ce webinaire. On n'a jamais autant communiqué sur la VAE qu'aujourd'hui. Les annonces, il y en a pratiquement tous les jours. VAE demain. Alors, comment améliorer l'accès à la VAE? Et là, naturellement, je vous laisse la possibilité de faire un focus sur REVA, et notamment REVA 2, tout à fait. Qui est tout frais. Alors, nous sommes engagés, 8 académies sont engagées dans REVA 2, ainsi que des accompagnateurs privés sur nos propres certifications. Il s'agit de 3 diplômes dans le domaine du soin
où les DAVA sont référencés comme accompagnateurs, mais aussi des accompagnateurs privés. Et ça va être tout l'intérêt aussi de travailler ensemble, public-privé, pour travailler ensemble sur les améliorations à apporter en l'état au dispositif tel qu'il est, et de voir quelles transformations législatives et réglementaires seraient nécessaires pour transformer radicalement la VE. Donc nous sommes engagés là-dedans. Il s'agit, en dehors de REVA, on se l'est dit tout ce webinaire, il faut mieux communiquer, vulgariser l'information sur la VAE, en parler tous les jours, dire que c'est utile, que c'est pas un parcours de combattant, on a des parcours de VAE qui se font sur un mois, donc ça veut dire 35 heures de travail personnel, voire 50 heures, pour des diplômes qui nécessitent quelquefois 2 ans de formation à temps complet. Oui, oui. Donc quand on dit ça, on en montre l'intérêt pour tout le monde. REVA va nous permettre un cadre d'expérimentation, d'ores et déjà simplifier la démarche. On va supprimer le CERFA, qui est la première démarche administrative et qui est sûrement, sans doute très décourageante, parce qu'aussi on pense que ça ne sert pas à grand-chose. Nous avons fait le constat à l'Éducation nationale que les preuves d'activité apportées par les candidats disent trop peu de choses sur la réalité des activités. Et on s'aperçoit, quand on a fait à partir des documents qui attestent de l'expérience du candidat, on a pu faire un premier ciblage du diplôme, et en cours d'accompagnement, on se rend compte que le ciblage n'est pas le bon, qu'il faut revoir ça. Donc l'idée, je vais prendre un exemple qui sera éclairant, on peut avoir un personnel du domaine de l'hôtellerie et la restauration qui nous apporte des bulletins de paye où c'est écrit serveur. Donc assez spontanément, puisque ce sont ces activités déclarées comme telles et rémunérées comme telles, on va l'orienter vers un CAP service en salle. On va pouvoir quelquefois s'apercevoir qu'en fait, bien que ce soit écrit serveur sur son bulletin de salaire, en fait, il est directeur de salle ou maître de rang. Par conséquent, il est nécessaire de changer le diplôme à viser, ou la certification en général, pour le faire viser un diplôme à la hauteur de ses compétences par rapport à la réalité de ses activités. Donc je pense que, et on va expérimenter dans REVA, j'en suis tout à fait partant, parce que nous l'avons expérimenté en direction des migrants qui justement ne sont pas éligibles d'emblée à la VAE parce qu'ils ne peuvent pas attester leurs activités dans leur pays. On va privilégier un positionnement pédagogique sur un référentiel d'activité de compétences du diplôme, par un regard croisé de formateurs de la spécialité avec le candidat. On va voir effectivement de quelle façon, par rapport à ce qu'il dit de ses activités, il couvre ou pas, ou plus ou moins, un référentiel. C'est la première démarche de simplification qui va être importante parce qu'elle va effacer ce côté administratif dont on sait qu'il génère du décrochage. Ensuite, je pense que d'emblée, les candidats doivent être pris en charge par un accompagnateur pour aussi évacuer tous les problèmes liés au financement, à différentes choses administratives. Il faut vraiment que le salarié soit centré sur son dossier de validation et débarrassé de toute fioriture. Et c'est au rôle du certificateur de simplifier sa démarche et à l'accompagnateur d'être vraiment en accompagnement. Il faut prévoir évidemment les financements. Autre grosse réforme que nous allons aborder dans REVA, c'est que nous allons devoir fluidifier les parcours de certification par une autre organisation territoriale des jurys. Je fais une alerte par rapport à cela, parce que l'organisation des jurys coûte extrêmement cher. Il y a les jurys de VAE qui pèsent très peu par rapport aux jurys de concours, aux jurys des examens, du CAP au master, ça coûte très très cher. Mais peut-être que nous pouvons trouver des évolutions, parce que ce qu'on peut faire dans le cadre d'une expérimentation où nous aurons pour nous, par exemple, 200 ou 300 candidats, sera difficile à industrialiser. Mais ce sera l'occasion d'innover dans le projet REVA, organisation territoriale, une autre organisation territoriale des jurys. On voit aujourd'hui qu'à l'Éducation nationale, que nous avons
trop de jurys qui se réunissent pour un ou deux candidats, et de façon paradoxale, des candidats qui attendent plus d'un an pour obtenir un jury. Si on casse cette logique des jurys par académie au profit des jurys interacadémiques en fonction des flux de candidats par diplôme, on améliore le dispositif, on organise moins de jurys, on optimise l'organisation de ceux-ci. C'est un axe de progrès que nous avons déjà mis en œuvre. Et un autre chantier, c'est un très gros chantier auquel on va s'attacher l'éducation nationale, c'est qu'aujourd'hui, les jurys sont organisés par niveau de diplôme. C'est ainsi. Il faut d'ores et déjà nous poser des questions, et la question possible qui fera l'objet de débats et de négociations et de recherches, ne serait-il pas plus pertinent d'organiser les jurys par famille de métiers? Aujourd'hui, un candidat qui vise un BTS production culinaire, par exemple, vient devant le jury, il se trouve qu'on peut lui dire « Non, je ne valide pas, je vous préconise de viser le bac pro ». Le candidat est reparti, dans le meilleur des cas, pour 6 mois pour faire un nouveau dossier. Si un même jury, si je prends l'exemple de la cuisine, pouvait délivrer le CAP, le bac pro cuisine et le BTS production culinaire, on gagnerait du temps. C'est ce que nous avons en réflexion, c'est beaucoup plus lourd, mais déjà, nous allons effectivement l'expérimenter dans le cadre de REVA. Ce qu'on a mis en place et qu'on a mis en place avec Philippe, on a fait un peu une démarche inverse. La démarche administrative était pesée à 100% sur nous, accompagnateurs. Donc, le certificateur ne rentrait pas du tout en ligne de compte et le candidat était allégé de se libérer de cette contrainte. Ouais. Et nous avons mis en place les jurys dans l'entreprise. Donc, les jurys sont venus recevoir les candidats dans l'entreprise, ce qui fait qu'on a retiré une partie assez importante de gêne ou de stress pour le candidat, puisqu'il s'est retrouvé dans un environnement connu au moment du passage devant le jury. Et ça permet dans ce cas-là d'avoir des jurys qui sont dédiés à l'entreprise, dédiés au passage de cette VAE dite collective ou ce dispositif collectif, où 4, 5, 6 jurys vont venir se déplacer pour passer les différentes certifications de l'entreprise, sachant qu'on a un minimum de 4 personnes par certification. Ça répond aussi à la notion de besoin de candidats par rapport aux certifications. Et le fait d'avoir mis en place ce jury sur mesure pour les candidats, ça permet de gagner du temps, ça permet d'avoir des jurys à disposition et d'avoir une meilleure écoute de la part des candidats de ce moment, et un moment qui devient beaucoup moins anxiogène qu'il aurait été en centre. Je suis d'accord que c'est intéressant comme expérience et comme expérimentation. Nous avions une demande d'un grand distributeur qui voulait du jury dédié pour son entreprise. Nous l'avions refusé parce qu'il nous semblait qu'effectivement, le jury est défini par la réglementation du diplôme et que le fait dans un endroit neutre de l'éducation nationale avec une présence des représentants du monde socio-professionnel évitait peut-être toute pression, si elle peut exister, ou tout parti pris. Je trouve ça très intéressant. Il faut voir ce que ça donne. Il faut absolument tout expérimenter pour trouver une manière de développer la VAE et de faire que ce soit un acte du quotidien pour tous. Alors, une question sur la slide 12, c'est-à-dire celle-ci, l'accompagnement devient-il, je pense, obligatoire? Ça ne l'est pas aujourd'hui. Ouais. Nous allons expérimenter un accompagnement en amont de la recevabilité, qui ne sera plus une recevabilité administrative par preuve d'activité, mais une recevabilité plutôt pédagogique. Il va commencer, et pour ma part, je souhaite qu'il soit obligatoire et donc financé. Alors aujourd'hui, Philippe, je ne sais pas on peut en parler ensemble, mais je pense que si dans le cas de Maleux, il n'y avait pas eu d'accompagnement des salariés, nous n'aurions pas eu les résultats que nous avons eus. Il y a un vrai besoin aujourd'hui, et je pense qu'on reste malheureusement dans des méandres administratifs, même en allégeant, ça restera quand même assez compliqué. Le candidat a besoin d'être accompagné pour pouvoir vivre pleinement sa VAE. C'est un parcours qui va durer quelques mois, avec des moments de doute. Faire une VAE, se retrouver seul face à une copie tout seul, c'est quelque chose qui demande beaucoup de volonté. Le fait d'être accompagné, le candidat, au fil de sa rédaction, au fil de son témoignage, va pouvoir évoluer, va pouvoir construire et bâtir son raisonnement en étant épaulé
à chaque moment de sa VAE. J'apporte une preuve à ce que vous dites, parce qu'on l'a mesuré. À l'Éducation nationale, nous avons environ 90% de validation, dont 70% de validation totale. Donc, 70% de validation totale, 20% de validation partielle et 10% de non-validation, ce qui m'avait inquiété. Et j'ai eu l'occasion en 2018 d'analyser environ 200 de dossiers de VAE, de gens qui rentrent dans le dispositif, qui sont recevables, qui sont accompagnés ou pas accompagnés, et qui n'obtiennent même pas un bloc de compétences. Ce qui était rassurant, que dans 70% de ces 10% de personnes n'obtenant rien, ces 70% n'avaient été accompagnés par personne. C'est la preuve de ce que vous dites, Jacques-Alexandre. Il faut absolument que les candidats soient accompagnés pour être restés sur le bon rail et qui décrivent surtout ce qu'est la réalité de leurs activités et pas un métier rêvé. C'est Philippe, un commentaire. Ouais, j'imagine que vous partagez. Oui, un commentaire juste pour dire que oui, effectivement, l'accompagnement est indispensable et il y a un aspect aussi dans l'accompagnement. Enfin, il y a deux autres aspects que vous n'avez pas complètement évoqués. C'est l'aspect coaching aussi. Ouais. Parce que du coup, le fait d'avoir un accompagnement, ça permet de temps en temps de recoacher un peu parce qu'il y a certains candidats, et pas mal de candidats qui ont tendance à baisser les bras. Donc, c'est bien de temps en temps de coacher et l'accompagnateur a un rôle important là-dedans. Et il est indispensable l'accompagnement quand on a justement de la VAE collective, puisque l'accompagnateur, il coordonne justement le collectif et sinon, il n'y aurait personne pour coordonner le collectif. Ça ne passerait pas à la RH et ça ne fonctionnerait pas. D'accord. Dans le cadre de VAE collective, l'accompagnateur, c'est indispensable. D'accord, très bien. Alors, une réponse rapide, messieurs, si vous le voulez bien, c'est que pas seulement un problème de densité du jury, je pense de complexité de mise en œuvre, mais aussi des jurys de VAE, que les jurys de VAE soient plus clairs dans leurs décisions. En cas de validation partielle, on attend trop souvent leurs préconisations claires, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de retour, quoi. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation de retour. Malheureusement. Oui, voilà. Pour l'Éducation nationale, par la voie de circulaire en 2019, nous avons exigé qu'effectivement les jurys écrivent un procès-verbal de jury qui soit clair et qui explicite très clairement leurs décisions en termes de validation et qui fasse des préconisations. Nous avons une formation en ligne pour les membres de jury pour les aider à faire cela. Et effectivement, ici ou là, on me remonte des PV de jury qui sont tout à fait insatisfaisants, que je proscris, parce qu'ils n'aident en rien le candidat pour une suite de parcours, notamment en cas de validation partielle ou de non-validation. Or, nous attachons du prix à l'Éducation nationale à la phase post-jury, notamment quand il y a non-validation ou validation partielle, où effectivement le conseiller VAE, qui a fait l'étude personnalisée en amont de l'engagement du candidat, rencontre le candidat avec le PV du jury pour expliciter la décision du candidat et en dédramatisant cette situation aussi, parce que le candidat s'entend dire à tort qu'il n'est pas compétent. Ce n'est jamais ce qu'un jury dit. Le jury dit qu'effectivement le candidat n'a pas suffisamment mis en exergue les compétences mobilisées dans son dossier en décrivant ses activités et qu'il est nécessaire peut-être de reprendre le dossier en l'approfondissant, et c'est quelquefois plus porteur qu'une formation pour une suite de parcours, c'est de reprendre le dossier qui est déjà passé devant le jury et de voir avec l'accompagnateur comment il peut être approfondi, davantage analysé pour mettre en exergue les compétences et les connaissances mobilisées. D'accord, donc on voit très bien que sur le jury, il y a à la fois des problèmes, il y a probablement des évolutions en termes d'organisation des jurys pour les rendre plus fréquents, et puis de retour aussi. Mais il faut qu'on optimise l'organisation des jurys. On mobilise beaucoup trop de moyens pour des résultats pas satisfaisants. Donc la dématérialisation est au service de cette organisation. L'Éducation nationale, les dossiers sont dématérialisés, déplacés par exemple sur une plateforme unique. Et donc, le 16 juin, par exemple, je sais combien j'ai de candidats par diplôme, par académie, et je peux, à partir de là, définir une organisation de jury. Nous ne devons plus avoir 25 candidats sur un même diplôme dans 25 jurys différents. C'est une seule académie qui prend les 25 candidats. Ah bien, c'est la réponse à la slide. Et c'est ainsi que l'on fera aussi des économies de moyens, et ce faisant, qu'on pourra redéployer des nouveaux moyens pour faire des jurys peut-être à la carte, en fonction des besoins. Il y a un plan social ici, on a 50 candidats qui ont besoin de passer en jury, les sessions de jury ne sont pas indéfinies,
printemps-automne, peut-être que ça nous permettra, effectivement, on va y réfléchir, de dégager des moyens pour permettre cela. Alors, dernier slide, hein, je passe la main à Michel. Juste un point sur l'accompagnement et le poste jury. L'accompagnement n'est pas que en amont du jury, il est aussi post-jury, puisqu'en cas de partiel, l'accompagnateur va aussi aider le candidat à trouver les moyens de pouvoir aller à la concrétisation totale de sa VAE. Donc, il y a aussi un rôle d'accompagnement post-jury. D'accord. Alors, digital au service du dispositif, Norbert, tu viens de l'évoquer d'une certaine façon, dans l'organisation des jurys, ça clairement. C'est clair. Ça, c'est clair. Définition du parcours du salarié, organisation et le suivi de l'accompagnement. Reva prend en charge une partie de ça. On retrouve Reva dans le… Oui, on retrouve Reva là-dedans. On fera part de nos expériences parce qu'effectivement, si je pense que le digital est au service des citoyens, attention que ce ne soit pas un mirage. Je pense qu'il faut à un moment, et Jacques ne va pas me démentir, il faut qu'il y ait un peu de chair humaine là-dedans. Et on va l'expérimenter dans Reva pour montrer où effectivement on peut automatiser, où on peut digitaliser et où c'est peut-être un risque et il faut de l'humain. D'accord, très bien. Parfait, merci. Messieurs, on va passer à la dernière diapo. Michel, je vais te donner la main sur la qualité, la Calliope dans tout ça. On voit très bien que dans Calliope, il y a des critères, on dirait, dans le référentiel, des indicateurs qui relèvent d'indicateurs spécifiques, et tout ça est encadré, bien naturellement. Alors, je te laisse la présentation de ces deux diapos. Oui, tu peux passer les diapos. Alors, j'ai fait le point sur ce qui est demandé sur la VAE dans Calliope, c'est-à-dire, je vous rappelle que dans Calliope, vous avez 4 catégories d'actions de développement des compétences, article L 6313-1 du Code du travail, actions de formation, bilan de compétences, accompagnement à la VAE et apprentissage. L'accompagnement à la VAE, nous venons d'en parler longuement et savoir si c'est obligatoire. Je rappelle que le projet gouvernemental, Norbert n'en a pas parlé, mais quand même, on peut le lire, que c'est de passer à 500 000 VAE en 5 ans. Donc, les besoins d'accompagnement seront quand même assez élevés. Alors, bien évidemment, pour que la VAE soit prise en charge par le CPF, ce qu'elle est automatiquement, encore faut-il que le prestataire soit certifié Calliope dans la catégorie VAE. Alors, que vous demande-t-on dans Calliope? Critère 1, indicateur 1, les modalités d'instruction et de faisabilité de la VAE dont il s'agit. Le processus à suivre pour effectuer la demande d'éligibilité, tout ça est très détaillé. Ça concerne l'indicateur 1 du critère 1, la façon dont vous communiquez avec vos futurs acheteurs, comment se déroule l'instruction d'une VAE, et d'abord les modalités d'instruction et de faisabilité. Ensuite, au critère 2, je rappelle que le critère 2, lui, c'est l'étude du besoin de la personne, les objectifs opérationnels, le contenu de l'accompagnement. Alors là, dans cet indicateur 5, qui concerne les objectifs opérationnels, eh bien, il faut faire une fiche de travail qui formalise le cadre de travail, enfin quelque chose qui soit, comme le dit l'indicateur 5, opérationnel. Ensuite, au critère 3, à l'indicateur 10, où je rappelle que l'indicateur 10, son sujet, c'est comment vous adaptez votre prestation à des situations et des profils particuliers. En particulier, vous pouvez vous intéresser à un profil de personnes en situation de handicap. C'est le moment d'en parler. Comment vous adaptez votre accompagnement si une personne est en situation de handicap? Vous devrez en prendre en compte ça. Alors là, vous pouvez parler de ça à l'indicateur 10 et mettre en œuvre les phases individuelles ou collectives, adapter la durée en fonction du bénéficiaire. Donc, en fonction du bénéficiaire, la question du handicap prend toute sa place ici. Critère 3, indicateur 11. Le critère 3, indicateur 11, là, je rappelle que l'indicateur 11, c'est l'atteinte des objectifs. Comment je mesure l'atteinte des objectifs
qui bien entendu ont été fixés à l'indicateur 5. Il ne s'agit pas d'objectifs qui d'un seul coup sortent de je ne sais où. Bien, alors, comment je mesure l'atteinte des objectifs qui ont été fixés? Eh bien, pour m'aider à mesurer l'atteinte des objectifs qui ont été fixés, dans la VAE, j'apprécie la progression du bénéficiaire tout au long de la prestation au regard des objectifs fixés. Et là, il y a effectivement tout un... comme moi j'ai accompagné plusieurs accompagnateurs VAE qui ont tous en général un processus assez musclé pour faire ce travail-là. Ensuite, l'indicateur 16, toujours au critère 3, le prestataire démontre qu'il a demandé au certificateur les conditions de présentation aux certifications. Je rappelle que le certificateur, c'est pas le certificateur Calliope, c'est bien le certificateur qui est titulaire du RNCP pour lequel on accompagne en VAE. Je rappelle qu'il n'y a pas d'accompagnement VAE pour le répertoire spécifique. On peut faire de l'acquis de l'expérience si on veut, mais il n'y a pas le processus VAE au répertoire spécifique. Bien, donc il faut demander au certificateur titulaire de la certification enregistrée au RNCP quelles sont les conditions de présentation des candidats pour la VAE. On continue la slide suivante pour les derniers indicateurs. Voilà, il reste 3 indicateurs. Au critère 4, l'indicateur 18, les intervenants externes ne sont ni les certificateurs ni les financeurs. C'est alors les intervenants externes qui peuvent intervenir dans l'accompagnement de la VAE. Ensuite, l'indicateur 21, c'est l'indicateur 21, je rappelle que l'indicateur 18, pour revenir sur l'indicateur 18, c'est comment vous êtes en coordination au sein de votre équipe avec les intervenants internes et externes. Bon, on peut être plusieurs au sein d'une équipe à faire un accompagnement VAE. Alors, s'il y a des intervenants externes, ils ne doivent pas appartenir aux certificateurs ni aux financeurs. Ensuite, l'indicateur 21, je rappelle, l'indicateur 21, c'est comment vous définissez les compétences qu'il faut avoir pour faire délivrer telle ou telle action de formation ou telle action de développement des compétences. Donc, les accompagnateurs qui accompagnent la démarche de VAE, qu'ils soient internes ou externes, doivent être formés à l'analyse des référentiels métiers et certifications dont ils ont la charge. C'est important parce que ça veut dire qu'ils doivent savoir quel est le sujet du RNCP qui est traité. Donc, ils doivent analyser correctement les référentiels et les certifications dont ils ont la charge. Ça ne signifie pas forcément qu'ils doivent être du métier, c'est pas ça que ça veut dire, mais ils doivent être formés à l'analyse des référentiels. Ensuite, dernier point, indicateur 23. L'indicateur 23, je rappelle, c'est le système de veille sur la réglementation de la formation professionnelle. Le critère 6 concerne la veille. La veille sur l'indicateur 23 pour la catégorie VAE, la documentation doit être à jour sur le cadre légal du droit individuel à la formation. Donc évidemment, vous avez intérêt à avoir un système de veille et à être très à l'écoute de ce qui va se passer, puisque on n'en a pas parlé, mais il y a des rumeurs de projets de loi sur la VAE qui pourraient paraître prochainement. Bien, merci Michel, et comme toujours, bon, tu nous parleras du prochain webinaire que tu animes sur les indicateurs spécifiques, mais comme toujours, Calliope, pour ceux qui font déjà de la VAE, ça vient interroger les processus internes déjà, et ça nous permet en permanence d'améliorer, on l'a compris, c'est le principe de Calliope, notamment dans les audits de surveillance, d'améliorer en permanence les processus pour les rendre conformes ou les laisser conformes, ou vérifier qu'ils sont conformes au référentiel. Très bien, Michel, il est 16h, c'est extraordinaire. Il est 16h, nous avons encore un peu plus de 3 minutes. Oui, donc, au compteur. Une conclusion pour cette. Philippe, une conclusion, mais merci encore pour votre témoignage positif. Vraiment encourageant, qui donne envie. Je vous le dis tout de suite, qui donne envie. Oui, une conclusion, en fait, c'est pourquoi j'ai participé. C'est parce que j'ai été séduit par le dispositif. Donc, c'est pour ça que je soutiens largement le dispositif de VAE, et notamment, encore une fois, j'insiste sur la VAE collective, qui est définitivement le bon moyen de faire les choses. Donc, non, en conclusion, allez-y, c'est un bon outil. Très bien.
Jacques-Alexandre Norbert. Oui. La VE est une pépite qu'il nous faut préserver et faire grandir. Et pour ça, il faut en parler. Ce webinaire en est l'occasion. Il faut en parler partout, tout le temps, et en reparler. À cette occasion, j'annonce aux auditeurs que j'organise le 11 octobre après-midi l'anniversaire pour les 20 ans de la VE, manifestation nationale à Lille. Mais cette manifestation sera accessible également à distance. Je tâcherai de faire passer les flyers pour l'inscription à distance de cette manifestation où j'aurai des usagers, des praticiens, des enseignants-chercheurs qui parleront de la VE avec moi. D'accord. Et cette manifestation est portée aussi par l'Académie de c'est l'Académie des Hauts-de-France qui l'organise au niveau national pour le ministère. Avec le soutien technique du DAVA de Lille. Tout à fait. Une petite conclusion, juste une chose, c'est Norbert, vous avez tout à fait raison, c'est une pépite qu'il faut garder et c'est surtout une fabrique de sourire. Parce que on l'a vu avec Philippe en conclusion du dispositif, on a fait une remise des certifications aux salariés et les salariés ont tous témoigné de sourire et de plaisir à cette remise de certification. Donc, c'est une fabrique de sourire, une fabrique de joie et il faut la garder et continuer à avancer avec. Alors, avant de te redonner la main, Michel, pour que tu aies le dernier mot, une conclusion, c'est qu'il faut intensifier la communication autour de la VE. Ça a été dit. La VE n'est pas un vélo à assistance électrique, qu'on l'entende bien. c'est autre chose. Donc, il faut vraiment intensifier la communication. Il faut la rendre surtout attractive. Donc, il faut avoir les bons mots aussi pour la rendre attractive. Donc, voilà, soyons très, très vigilants au vocabulaire qu'on utilise pour présenter la VE. Moi, I have a dream, comme disait qui vous savez, c'est faire la VAE un outil. Que se passe-t-il là? Je pense que c'est, oui, au bout de 1h30, ça s'arrête, non, peut-être? Il y a eu une interruption du côté de la salle. Oui, il n'y a plus que nous deux, donc oui. Du côté de la salle au passage du Génie. Bon, écoutez, j'aurais pas l'occasion de remercier. Enfin, ils vont bien revenir. Live on. Voilà. Pardon. OK. Alors, je ne les vois pas. Normalement, ils sont dans la salle. Ça y est, vous êtes revenus. Voilà, on a perdu des participants, comment dire, me semble-t-il en ligne, mais ça, c'est normal. Je m'adresse aux 34 restants. Merci d'avoir participé. Donc, rendre la VAE attractive, faire que la VAE soit aussi connue que le CPF, c'est pas la même chose, ok, mais qu'on comprenne bien que c'est un formidable outil, un levier extraordinaire. Puis c'est aussi briser les idées reçues, ça a été dit tout à l'heure. Donc, c'est les 20 ans de la VAE, il y a du buzz qui est fait autour de la VAE aujourd'hui. Donc, voilà, si vous souhaitez en savoir un peu plus, il suffit d'aller faire une requête dans Google et vous saurez tout ce qui se passe près de chez vous en ce qui concerne la VAE. Bien, alors moi j'ai encore 154 participants que je remercie d'être restés jusqu'au bout. Je vais passer les dernières diapos puisque à nouveau Jacques et l'équipe du Passage du Génie ont disparu. Passage du Génie, c'est le siège de CFS+ et de Formaprod. Voilà, notre prochain webinaire, jeudi 20 octobre. Le compte personnel de formation, comment le réguler et éviter les fraudes, avec Laurent Durin. Laurent Durin est le grand responsable du CPF à la Caisse des dépôts. Je rappelle qu'un premier jugement vient d'avoir lieu sévère sur les abus par rapport au CPF. Alors nous allons analyser avec Laurent Durin comment ça se passe pour réguler le CPF, parce que ça intéresse beaucoup tous les organismes de formation qui ont reçu des lettres et qui ont dû s'adapter aux exigences légales, réglementaires du CPF. On regardera le code du travail, les obligations dont tous les organismes de formation qui accompagnent au CPF doivent avoir connaissance.
Voilà, il me reste à remercier Jacques, Norbert, Philippe Giquel, que je salue, qu'on ne se connaît pas, mais voilà, on a eu du plaisir à vous accueillir, en tout cas, et puis à vous donner rendez-vous donc pour le 20 octobre. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.